Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Et c'est ici que commence... Kingdom, saison 5, épisode 12, Les ombres de l'unité Ishine. Un messager, émissaire du général Kanki, arrive ensuite, déterminé, prêt à leur apporter d'autres informations. Plus loin, dans une forêt encore plus sombre, Kyokai se tient entouré de ses soldats. Les arbres immenses écrasent le ciel, les nuages couvrent la lune, l'obscurité est presque totale. Un soldat suggère d'allumer un feu. « Mais t'es fou !» lui répond un autre, agacé. Kyokai ordonne calmement « Taisez-vous, vous faites trop de bruit !» Un murmure s'élève. Je ne vois rien du tout. Elle rassemble ses hommes et déplie une carte à la faible lumière d'une lanterne. Regardez, là, c'est l'unité Yishin. Ici, les forces de Zhao. Et là, c'est nous. On devrait être par là. Un soldat observe. On dirait qu'on est coupé des autres. Pas étonnant qu'à chaque tentative de retour, on tombe sur des soldats de Zhao. Pourquoi l'unité Yishin est-elle si loin? Un autre propose. Il faut rejoindre la force principale. Plus la peine d'explorer. Mais la question du comment reste. L'ennemi sera sur ses gardes toute la nuit. On ne peut pas allumer de feu, on ne voit rien, on ne peut pas se diriger. Kyokai répond fermement. Nous ne les contournerons pas. Sonjin a raison. On doit revenir demain pour que je commande les hommes. Mais avant ça, il y a quelque chose que je dois faire. Un silence pesant tombe. Tous réfléchissent au plan à adopter. Ils sont derrière l'ennemi, un avantage rare mais difficile à exploiter. Faut-il attaquer à l'aube, tendre une embuscade, rester immobile? Chaque idée semble risquée. Leur souffle ralentit, leurs esprits s'aiguisent. Dans cette obscurité, c'est leur stratégie qui doit être leur lumière. La nuit était dense, presque palpable, quand Kyokai se tenait entouré de ses soldats, les visages tendus à la faible lueur d'un feu que le vent menaçait d'éteindre. Elle déplia un parchemin, le tenant fermement, puis s'adressa à eux avec une voix calme, mais déterminée. Maintenant, il faut saisir cette chance de nous retrouver derrière le camp de Zhao. Une attaque triomphante de là-bas leur ferait beaucoup de mal. Un soldat, la voix hésitante, demanda « Mais qu'est-ce que vous comptez faire, capitaine Kyokai ?» Elle répondit, le regard droit et assuré. « Regardez, n'ayez pas peur, on ne va pas attaquer de front. Je vais y aller seul. » Puis la scène changea et le campement de Qin apparut, calme mais tendu. Autour de lui, ses lieutenants, Han, Karyoten, Garou et Sosui, écoutaient un messager du général Kanki qui venait d'arriver. L'homme, l'air méprisant, lança « Hé, esclave, tu as fait beaucoup de merde aujourd'hui, tu dois le payer de ta tête. » Un silence pesant s'abattit. Les soldats se raidirent, prêts à bondir. Mais Qin, impassible, fixa le messager avec un regard perçant, chargé de défis. Sans une once de peur, il attrapa le messager d'une poigne de fer, rapide et maîtrisé, comme un fauve qui saisit sa proie. Le mouvement fut si vif que même ses compagnons restèrent bouche bée. D'un souffle glacial, Qin murmura près du visage du messager « Tu veux que je te coupe la main droite ou la gauche ?» La tension éclata. Puis, calmement, Qin ordonna à Sosui « Creuse une tombe. On va l'enterrer et dire qu'il n'est jamais venu. » Avant que le silence ne retombe, Qin déclara d'une voix assurée « Kyokai et moi, demain, allons faire un massacre. Elle sera la clé de la victoire de cette guerre. Même si on a perdu la bataille aujourd'hui, la guerre, elle, n'est pas finie. » Autour de lui, les lieutenants échangèrent des regards pleins de feu, animés par la force tranquille de leur chef. La nuit semblait prête à basculer. Mani prit la parole d'une voix ferme, pleine de conviction. Il savait que la tension était à son comble après l'échec récent. « Je sais que le boss est énervé, dit-il, mais dites-lui que je prends tout ça en compte. Ne vous inquiétez pas, moi, je crois en Chine. Et si on échoue, je poserai ma tête. Je vous la donne à la place de celle du capitaine Qin. » Mani, avec une expression sérieuse, dit « Vu que j'étais affecté ici, je suis responsable de ce qui s'est passé. » Il marqua une pause, réfléchissant aux événements récents. Puis il ajouta d'une voix ferme « Laissez le capitaine s'en sortir avec un sévère avertissement. » Mais avec ce qui s'était passé aujourd'hui, il semblait que leurs adversaires n'allaient pas être faciles à affronter. Il se tourna vers Karyoten, la stratège de l'unité Ishin, qui était connue pour sa sagesse et son expertise en stratégie militaire. Avec un sourire confiant, Karyoten répondit « Pas besoin de s'inquiéter pour ça.
Après avoir passé toute une journée entre leurs mains, je comprends comment les choses marchent maintenant. » Elle continua, en détaillant ses observations. Quelle tactique fonctionne et celle qu'on peut oublier sur ce type de terrain? Ce fut une journée enrichissante. Je suis prête à mettre ma tête en jeu. Demain, nous réussirons à passer les lignes ennemies et atteindre la colline centrale. Shin, avec un regard déterminé et confiant, savait qu'il pouvait faire confiance à Karyoten. Juste à ce moment-là, Mani intervint, ajoutant « Nous ne pouvons que l'espérer ». Quelques instants plus tard, l'unité Ishin était en garde à l'extérieur de leur campement, sur une petite colline. Les soldats étaient prêts, observant attentivement l'horizon. Comme Karyoten l'avait prédit, 15 minutes plus tard, Zhao attaqua l'unité Ishin. Heureusement, ils étaient préparés, car Karyoten avait anticipé cette attaque. On dirait qu'ils sont tous sous contrôle. Tant qu'on sait qu'ils arrivent, on peut s'en occuper, déclara Shin avec assurance. Cependant, Karyoten exprima une inquiétude. Ce qui me dérange, c'est qu'Hyokai n'est toujours pas revenu. Shin, avec une expression préoccupée, ajouta « Sting a laissé 3 pierres. Une forêt dense et de nuit, pour Hyokai et Sting, c'est probablement les meilleures conditions possibles. » Il savait que grâce à l'intuition et à la compétence de Sting, l'unité Ishin allait pouvoir découvrir la position de Keisha. Les 3 pierres laissées par Sting signifiaient que Keisha, le généralissime, était entré dans la forêt et en était ressorti, marquant ainsi sa présence et son mouvement. Et là, connaissant, elle va probablement essayer d'en profiter et de tenter quelque chose de dangereux. La voix de Shin fend l'air du soir, grave, précise, presque tranchante. Il fixe l'horizon d'un regard décidé, là où le ciel commence à pâlir au-dessus des montagnes silencieuses. Ses mots sont lourds de sens. Tout autour de lui, l'atmosphère est tendue. La terre semble retenir son souffle. Non loin de là, dans l'ombre, Sting est tapi. Sting, le singe aux yeux d'obsidienne, n'est pas un animal ordinaire. Ce n'est ni une bête curieuse, ni un combattant. C'est un veilleur. Un être silencieux, doté d'une intelligence presque surnaturelle. Il observe tout. Chaque battement d'ailes, chaque craquement de branches, chaque souffle étouffé dans la nuit. Il n'agit jamais. Il n'en a pas besoin, il sait. Il est là, dissimulé derrière des bosquets de russes, si bien camouflé que seule la brume du matin pourrait soupçonner sa présence. Couché sur le ventre, les membres détendus, son dos disparaît dans le feuillage. Seuls ses yeux, 2 lames d'ébène, scrutent, analysent. À quelque distance de là, Karyoten acquiesce d'un simple signe de tête. « Oui », souffle-t-elle. Et Shin reprend aussitôt, son ton plus pressé. « La contre-attaque commence demain. Dépêche-toi de revenir à Hyokai. Et Sting, toi aussi, dépêche-toi d'analyser et de nous laisser des informations. Comme les 3 petites pierres. Un code. Une méthode. 3 pierres, soigneusement disposées, porteurs de messages muets. Voilà comment ils communiquent dans l'ombre. La scène glisse comme un rideau de théâtre. Hyokai apparaît. Elle se tient droite, comme une lame plantée dans le sol à la lisière d'une petite falaise. Le vent soulève légèrement sa cape, révélant l'armure sombre qui moule son corps agile. Autour d'elle, une poignée de soldats. Une vingtaine, peut-être moins. Ils sont silencieux, figés comme des statues. Mais leurs corps les trahissent. Certains tremblent, leurs doigts n'obéissent plus. Le métal de leurs lances claque doucement contre leurs poings moites. La peur est là, palpable, une bête accroupie dans chaque poitrine. L'un d'eux, jeune, trop jeune, murmure « C'est impossible. C'est quoi ce camp? Il n'y a aucun point faible, et ce n'est que l'arrière. » Une autre voix, plus cassée, supplie presque « N'y va pas, lieutenant. Nous ne pouvons pas le faire. Partons de là. Laisse tomber, Hyokai. Je ne sous-estime pas tes capacités, mais c'est bien trop dangereux. S'infiltrer, assassiner un commandant ennemi et sortir vivant, c'est impossible. » Il baisse la tête. Seul un génie tacticien militaire a pu faire ça avant Jésus-Christ. On est en 632 de l'ère chinoise. Mais Hyokai ne répond pas. Elle fixe toujours le campement en contrebas. Son regard est fixe, profond, comme si elle percevait les lignes invisibles de la guerre, les failles, les rythmes, les battements de cœur du chaos. Finalement, elle parle. Tenez vos positions. Dès que vous entendez le moindre tumulte, partez, le plus vite possible. Sa voix est calme, maîtrisée. Elle n'exige rien, elle énonce.
Un soldat, les yeux écarquillés, lui agrippe le poignet. « Kyokai, je t'ai dit que c'est trop dangereux. Tous les hommes de l'unité Haishin et le capitaine, personne ne voudrait que tu risques ta vie comme ça. Pourquoi est-ce que tu es aussi imprudente ?» Elle ne le regarde pas. Elle ne le repousse pas non plus. Elle observe toujours. Le camp, l'ennemi, l'objectif, comme si ces mots n'avaient jamais été prononcés, ou peut-être, comme s'ils n'étaient que le vent. Puis elle parle à nouveau. Sa voix est plus basse, plus intime, pour ceux qui savent écouter. Après être devenu un commandant de 3000 hommes, moi-même, j'ai commencé à réfléchir, à compter le nombre de vies qu'il faudrait sacrifier pour un seul commandant. Elle inspire lentement. Et maintenant? Un commandant de dizaines de milliers de soldats de Zhao est juste devant moi. Une chance de pouvoir le tuer, sans perdre un seul de nos hommes. Elle tourne enfin la tête. Ses yeux brillent d'une détermination froide, implacable. C'est ça. Je suppose que je fais des choses imprudentes comme celle-ci, pour l'unité Haishin. Silence. Les soldats n'osent plus rien dire. Ils la regardent avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Pas seulement de l'admiration. Pas seulement de la peur. Quelque chose de plus grand, de plus rare. L'un d'eux murmure. Il est vrai que c'est difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, en fait. Et dans la nuit, le vent continue de souffler, portant avec lui la promesse d'un affrontement. Le campement Zhao s'étendait comme une ville de guerre, immense et labyrinthique, où les tentes s'empilaient les unes contre les autres, entourées de remparts de bois et de douves à moitié creusées. Des torches brillaient dans l'obscurité, lançant des éclats tremblants sur les armures, les lances et les visages fatigués des soldats. Au centre, surélevé par un pont et entouré de remparts, trônait la tente du commandement. C'était le cœur du camp, là où battait la volonté de l'armée, là où se trouvait le lieutenant Ryuto. Partout, des rires fusaient autour des feux de camp. Certains vétérans, moqueurs, surnommaient les jeunes recrues les soldats du World Cup, une plaisanterie pour désigner ceux qui croyaient pouvoir remporter une guerre comme on remporte un match. Ils buvaient, se chamaillaient, insouciants. Mais derrière les sourires, une rumeur prenait racine, une rumeur froide, presque étouffée. Il y aurait un fantôme, disait-on, une femme. Elle passerait à travers les gardes sans être vue. On l'appelle la lame muette. On riait en surface, mais chaque garde, seul dans la nuit, sentait parfois un souffle, un frisson, une présence qu'il n'arrivait pas à nommer. Et cette nuit-là, la rumeur devint réalité. Kyokai était allongée au sol, dans les hautes herbes, son regard fixé sur le pont de bois. Elle était calme, trop calme. 20 hommes étaient derrière elle, silencieux. Mais elle s'apprêtait à partir seule. Elle se leva sans un mot. L'un des soldats l'aperçut à peine avant qu'elle ne parte. « Bonne chance, lieutenant !» Mais elle ne répondit pas. Elle avait déjà disparu. Son corps se fondait dans la nuit. Elle glissait entre les tentes, escaladait les rebords, rampait dans les ombres. Aucun bruit, aucun souffle. Même le sol semblait ne pas sentir sa présence. Elle passa entre deux patrouilles, frôla un garde qui s'étira sans jamais la voir. Elle grimpa sur un toit, observa en contrebas. Des centaines de soldats, des feux de camp, des rires. Et elle, seule au-dessus de ce monde invisible. Elle bondit vers la tente du commandement, atterrit sans bruit sur le pont de bois et pénétra à l'intérieur comme un souffle. À l'intérieur, Ryuto priait. Les yeux fermés, les mains posées devant une marionnette de bois sculpté. Tout autour, des statues étranges l'entouraient. L'atmosphère était pesante, saturée par l'encens. Le silence était presque sacré. Elle s'approcha. Doucement, aucun son, pas même un froissement de tissu. « Priez des idoles, murmura-t-elle, une passion rare, surtout pour un chef d'armée. » Ryuto ouvrit les yeux, lentement, sans surprise. Tu es entré, sans bruit. Même les morts n'auraient pas été aussi silencieux. Il se leva, il la vit. Elle se tenait droite, silhouette mince mais tendue comme une corde d'arc, ses yeux vifs, d'un calme effrayant. « Ce n'était pas mon intention d'interrompre ta prière. Je suis juste venu pour m'emparer de ta vie, officier de Zhao. » Ryuto sourit. Un sourire sans chaleur. Tu es donc cette rumeur, la femme que mes hommes craignent, celle qui se glisse dans les ombres. Peut-être que tu comptes trop sur tes poupées en bois pour voir la réalité. Il posa sa marionnette avec soin. Dis-moi, femme, y a-t-il quelque chose dans ce monde que tu protégerais au péril de ta vie? Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard s'assombrit légèrement.
J'ai perdu la seule chose qui comptait. Mais maintenant, j'ai trouvé autre chose, et je suis prêt à mourir pour le protéger. Ryuto baissa la tête. Un silence s'installa. Les flammes vacillaient doucement sur les murs de la tente. Même les statues semblaient retenir leur souffle. Le silence dans la tente semblait figé, comme si le temps s'était suspendu autour des deux silhouettes. Ryuto se tenait face à Kyukai, droit, l'ombre des flammes dansant sur ses joues. Le parfum de l'encens s'était fait plus âcre, presque suffocant. L'atmosphère pesait, comme si tout le campement retenait son souffle sans le savoir. « Mes excuses pour avoir interrompu ta mission, lieutenant de l'unité Ishin, Kyokai. » Sa voix résonna lentement, grave, presque solennelle. « Je viens de me souvenir des rumeurs, celles qui parlent d'une femme aux capacités inhumaines, une ombre dans la nuit, un esprit sans visage. » Il fit un pas en avant, les yeux posés sur elle, attentif à chaque souffle, chaque mouvement. J'ai profité de notre petite conversation pour réfléchir. Il sourit à peine. Son regard se durcit. Tenter un plan aussi risqué, toute seule, au cœur de mon campement. Cela montre à quel point tu es déterminé. Tu as mon respect, Kyokai. Il posa la main sur la garde de son épée. Mais moi aussi, j'ai des raisons. Des raisons qui font que je ne peux pas tomber ici. Un instant. Un battement suspendu. Les deux se figèrent, leurs mains presque au même moment glissèrent sur la garde de leurs lames. Les regards se croisèrent, intenses, sans peur, sans haine. Deux guerriers. Deux convictions. Deux mondes qui allaient s'entrechoquer. Puis, un souffle. Le son métallique de deux lames qui s'extraient lentement de leur fourreau déchira le silence comme un cri. Kyokai s'abaisse légèrement. Ryuto recule d'un pas, posture défensive. Et au moment où la tension atteint son sommet, l'épisode s'arrête là. À l'intérieur de cette tente silencieuse, deux ombres sur le point de s'entrechoquer, chacune portée par une cause, un serment, un poids invisible. Le combat ne fait que commencer, à suivre. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.